Alors, vous allez arrêter ce que vous êtes en train de faire, là, posez vos crayons. Aujourd'hui, on est le 10 novembre, donc demain, si vous regardez dans vos agendas, c'est un jour qui est férié. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le 11 novembre est un jour férié? Alexa? C'est l'armistice. C'est l'armistice de quoi? De 14-18. Oui, Yanis? En fait, c'est la fin de la guerre. C'est quand ils ont signé un armistice pour arrêter de faire la paix. Oui. Lina? C'est pour commémorer la Première Guerre mondiale. Commémorer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? C'est pour fêter la paix. Quelqu'un peut compléter l'explication de commémorer? Emilien? C'est pour se souvenir que c'est fini et que ces soldats, ils ont combattu pour que la France soit libre. Oui. Cette année, nous allons étudier le XXe siècle et plus particulièrement la Première Guerre mondiale. Donc ce sera l'occasion d'avoir des premières informations sur ce conflit. Ça fait partie du programme, donc je vous encourage à venir demain à cette cérémonie. Prévoyez un vêtement de pluie et un parapluie parce qu'on n'annonce pas un très beau temps pour demain. Nous avons réalisé 96 figurines afin de rendre hommage aux 96 soldats abrusiens qui sont morts pour défendre notre pays pendant la Première Guerre mondiale. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Les héros au féminin. Toi, Amélie Rigard, tu soignais des soldats blessés. Toi, Marie de Clerc, tu as aidé de nombreux soldats. Tu leur as donné de la soupe. Tu es devenue très populaire pour les soldats. Tu étais une chanteuse célèbre. Tu as abandonné la sécurité et le confort pour t'engager à l'infirmerie. Dans une région occupée par les Allemands, vous avez caché et nourri des soldats français. Tu as aidé les gueules cassées. Tu leur as fabriqué des masques qui leur ressemblaient. Tu as couru au milieu de la mitraille pour prévenir les Français des tireurs ennemis. Toi, Edith Cavell, tu étais anglaise, tu étais infirmière, tu as aidé des soldats à s'enfuir de France et pour cela, les Allemands t'ont condamné à mort et exécuté. Vous avez vu samedi, les CM de Jack Prévert, ils ont fait des silhouettes, elles étaient stylées. Oui. On va leur demander des renseignements sur la Première Guerre mondiale. Et en plus, c'était ce que la maîtresse, elle voulait. Du coup, on pourrait avoir une bonne note. Venez, on va en parler à la maîtresse. Ok, vas-y. C'est Madame Julien de notre école qui nous a donné l'idée des soldats. Vous leur avez donné des prénoms? Non, on ne leur a pas donné de prénom. Pourquoi avez-vous choisi ces couleurs? Portaient sur eux un uniforme bleu justement, avec des bottes et un casque. Ils avaient une couverture avec eux, un fusil, des habits pas comme nous en ce moment, plein de trucs sur eux qui pesaient très très lourd. En faisant ces silhouettes, avez-vous appris des choses? En fait, on s'est rendu compte qu'ils s'étaient battus fort pour nous. Ils sont quand même morts pour nous. Morts pour la France, donc on leur rend hommage en faisant ça. Ces soldats, ils nous ont aidés à apprendre beaucoup de choses. Comment se passait la guerre, qu'ils ont eu une vie très difficile. Et maintenant, on voudrait vous les prêter pour qu'à votre tour, vous pourriez apprendre beaucoup de choses et comprendre mieux la guerre.
Parce que les femmes, ils n'ont rien fait pendant la guerre. C'est les femmes qui vous ont donné à manger. Non, pas du tout, c'est les personnes âgées. Sans les femmes, vous serez morts. Non, on pouvait survivre tout seul. On aurait survécu. Avec les personnes âgées. Les personnes âgées, elles n'avaient pas que ça à faire. Elles avaient d'autres choses, elles devaient travailler dans les champs. Les personnes âgées, elles ont fait beaucoup de choses. Les femmes, elles faisaient quoi? Rien. Elles se nourrissaient et elles nourrissaient les enfants. Et pourquoi au 11 novembre on a entendu des textes sur les femmes? Je crois pas, c'est faux. Bah si c'est faux, on va aller demander à la maîtresse si on peut aller à l'école Anne-Franck. D'accord. Et vous venez pourquoi alors? Comment vous avez Écrit. En fait, dans la cour, on s'est disputé avec les garçons et donc on veut savoir ce que les femmes ils ont fait pendant la guerre. Les femmes, ils remplaçaient les gars dans des usines, ils fabriquaient des armes et ils les envoyaient au front. Et puis il y en a qui étaient maîtresses à la place des maîtres parce qu'ils n'étaient plus là. Les marraines de guerre, ils envoyaient des lettres, des gentils mots et de la nourriture aux soldats. Il y en avait qui étaient infirmières, d'autres qui travaillaient dans les champs. Les garçons, vous pensez que les femmes pendant la guerre, ils n'ont pas eu un rôle comme les garçons? Parce qu'ils tiraient sur les Allemands, du coup c'était un rôle qui était mieux pour protéger la France. Parce qu'en fait, les garçons, eux, ils risquaient leur vie parce qu'ils pouvaient se faire tirer une balle dans la tête partout. Ils pouvaient se blesser, avoir une gueule cassée. Oui, mais les femmes, ils ont repris tout le travail. Et les infirmières qui allaient sur le front, ils risquaient leur vie eux aussi. Il y a une femme, elle est morte parce qu'elle soignait un soldat et elle s'est fait tirer dessus. Du coup, elle est morte. Du coup, elle aussi, elle risque sa vie. Est-ce qu'il y avait des héroïnes de guerre à Saint-Jean-de-Bray? Oui, il y en avait un peu partout. Pour moi, une héroïne de guerre, c'est quelqu'un qui a sauvé des personnes qui sont parties combattre. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'important pour les soldats français. Une héroïne de guerre, c'est une personne qui a sauvé une vie, plusieurs vies. Une femme qui a pratiquement sacrifié sa vie, comme les infirmières. Elle sacrifie une vie pour sauver d'autres personnes qui font la guerre. Quelqu'un qui a fait une chose de bien. Par exemple, elle cachait les soldats, elle les faisait manger. Bah, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a aidé les autres pendant la guerre. Il y en a peut-être, mais je pense qu'ils ne les ont pas marqués sur le monument aux morts. Il faudrait qu'on fasse des recherches sur des héroïnes de guerre abrésiennes pour les rajouter peut-être sur le monument aux morts. Parce qu'elles aussi, elles ont aidé à la guerre, pas que les hommes. Si vous voulez en savoir plus, allez au musée Charles Péguy à Orléans. Au-dessus de vos têtes, là, il y a 23 000 ouvrages, dont 1100 titres de journaux d'époque, des journaux qui datent d'il y a plus de 100 ans. Et ça nous permet régulièrement de vous faire des expositions. Et là, on en fait une actuellement qui parle de quoi? Des héroïnes de guerre. La Joconde. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? C'est ces deux-là, alors. Vous venez? Il y avait ceci, c'est quoi ça? La Joconde. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cailloux, il y a du bois. Qu'est-ce qui est fait en cailloux et en bois? Les maisons. Les maisons. Qu'est-ce que vous faites si votre maison, quand vous rentrez, il n'y a plus que ça? Tu pars? Je ramasse. Tu ramasses. Puis tu dis, oh ben ça va être le salon. Ah ben tiens, voilà la cuisine. Non, on part. On a de la peine parce qu'il ne reste plus que ça comme affaire. Hein. Et donc notre héroïne, elle s'appelle Miette Debeuf. Elle habite pas loin de la frontière belge. C'est une petite mamie, elle est dans sa maison, elle cultive ses petites fleurs, tout va bien. Manque de chance, la guerre va être déclarée
Et sa maison se trouve en plein milieu des zones de combat. Donc très vite, à la place des petites fleurs, il va y avoir des soldats qui se battent, des soldats blessés. Et puis sa maison, petit à petit, sa maison, elle est détruite. Et bien Miette, elle s'installe dans les pièces qui restent. À la fin, elle vit dans sa cave. Quand je dis vivre dans sa cave, elle ne reste pas comme ça cachée en disant « Oh, vivement que ça soit terminé !» Elle fait de la soupe, il fait très très froid, et elle donne à boire aux soldats. On la voit ici en vrai sur la photo, en train de donner à boire à un soldat. Elle va rester auprès d'eux, et ce sera la dernière femme, la dernière personne civile que verront les soldats avant d'aller au combat. Elle est gentille, et puis elle sourit. Et ça leur a fait penser au sourire du tableau de la Joconde. Et c'est comme ça qu'ils l'ont surnommée la Joconde. Ils ont dit, voilà. Mais c'est pas elle la Joconde, non. Mais c'est son surnom. Qu'est-ce que c'est que tu avais dans ton sac? Et un masque. Et un masque. Qu'est-ce que c'est que ça? Un masque de carnaval? Ça restructure. Ça cache la guerre, ça cache comme ça. Si tu prends une balle, et ben ça peut avoir... Alors ça cacherait la blessure et ça protégerait des balles. Ça cache, mais ça n'empêche pas la douleur. Ça cache, mais ça n'empêche pas la douleur. En fait, quand ils allaient à la guerre, ils avaient le visage défiguré, du coup... Comment on les appelait, ces soldats qui avaient... Les soldats gueule cassée. Les soldats gueule cassée, d'accord? Est-ce que vous savez pourquoi il y a beaucoup de gueules cassées pendant la guerre 14-18? Non, ça se battait pas que aux armes, ça se battait aussi avec les poings et tout. Alors, 14, voilà, c'est surtout ça. 14-18, c'est une guerre inédite parce que tout le monde va se battre. C'est une énorme guerre. On va utiliser des nouvelles armes, des balles, des mitraillettes, des canons, des gaz asphyxiants, les avions qui commencent, les voitures qui commencent. Et surtout, on va faire une guerre de tranchées. Vous en avez entendu parler, des tranchées. On creuse des fossés, les messieurs se mettent dedans et ils surveillent les autres comme ça. Quand ils veulent voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent leur tête. Et que font les soldats en face? Ils tirent. Donc il va y avoir beaucoup de soldats qui vont être blessés ici. On les appelle les gueules cassées. Il y en aura 300 000. D'accord? Voilà. Comment on les traite, ces soldats gueules cassées, quand ils reviennent en France? Pas très bien. Et pourquoi on les traite pas bien? Parce qu'on pense pas que c'est nos enfants, on pense que c'est des ennemis parce qu'ils n'ont pas le même visage que nous. On peut penser que c'est des ennemis? D'accord. Parce que vu qu'ils sont moches, les gens vont avoir peur. Voilà, les gens ont peur de... Oui, c'est pas qu'ils sont moches, c'est qu'ils sont extrêmement blessés. À l'époque, la chirurgie esthétique, ça n'existe pas. Donc on ne va pas être gentil avec eux, en fait. Tellement on ne veut pas de choses qui font peur dans la société. On va très mal les recevoir. Il y a même des photos où on voit les devantures du café sur lesquelles c'est écrit « pas de poilu, pas de gueule cassée ». On n'en veut pas. Beaucoup de soldats vont préférer soit se suicider, soit rester à l'hôpital, plutôt que de rentrer chez eux et de montrer l'état dans lequel ils sont. Tellement c'est atroce. Ils n'ont aucune solution. Anna Coleman, c'est une artiste américaine. Elle vit aux États-Unis, elle a beaucoup de sous, donc elle est loin de la guerre 14-18, elle pourrait s'en fiche complètement. Un jour, elle va faire un voyage à Paris et elle va voir comment on traite les soldats gueule cassée. Et elle va être choquée. Elle va prendre ses sous, elle va ouvrir un petit atelier dans lequel elle va recevoir les soldats gueule cassée. Elle va leur parler, leur demander des photos d'eux avant qu'ils soient blessés. Elle va observer leur visage, leurs blessures. Elle va faire un masque de plâtre, comme ça. Donc elle va travailler sur ces visages de plâtre et elle va travailler des masques pour cacher la zone qui est blessée. D'accord ? Elle va leur permettre de retrouver un visage qui fait peur à personne. C'est le début des prothèses. Tiens, regarde, tu vois les objets dans la vitrine, ça te prouve qu'en 14-18, il n'y avait pas les objets comme aujourd'hui. Wow. Si vous étiez un soldat, que vous arriviez blessé, on allait vous endormir avec ça. Pas du chloroforme, plus de l'éther. Ça va t'aider à être un peu endormi, mais quand on va devoir te couper quelque chose, avec ça ou ça, tu vas bien sentir quand même. Des héroïnes de guerre d'Orléans.
Il y en a, on en avait parlé à l'exposition précédente au Grand Musée, tu vois. Et là, tu as le costume d'une infirmière qui est vraiment intervenue sur Orléans pour soigner des blessés, des soldats qui avaient été blessés lors d'un déraillement à Orléans. Mais bien sûr qu'il en a existé des héroïnes à Orléans, dans la France entière, dans le monde entier. D'accord? D'ailleurs, ne serait-ce que de laisser partir quelqu'un de sa famille, tu vois, son fils, son mari, son cousin, son neveu, à la guerre, ça c'est héroïque. Parce qu'après, toi, tu dois faire face à la solitude, à la peine, et là, il n'y a rien, il n'y a pas de médaille si tu tiens le coup. Vous voyez les garçons, vous pouvez plus dire que les femmes n'ont rien fait pendant la guerre. Oui, ça c'est sûr, ils ont travaillé dans les usines comme l'usine d'Ambert. Elles ont fait les munitions, les armes, les moteurs d'avion. Elles travaillaient dans les champs et elles semaient la récolte. Et elles soignaient les soldats blessés. Et regardez, j'ai trouvé un livre sur les rues de Saint-Jean-de-Bray. Quelque chose sur l'usine d'Ambert. Elle s'est fixée à Saint-Jean-de-Bray en 1917 à la demande de M. Albert Thomas, ministre de l'Armement, et ses premières fabrications furent des munitions et des pièces détachées de moteurs d'avion. Ah tiens, regardez un truc sur Henri Gauthier-Bresca. À ses moments de repos, il ne perd pas son temps car il fait des sculptures au couteau. Les chanteuses, une statuette en albâtre qui fut exposée en mars 1915 de la galerie Peel à Londres. En 1916, de février à décembre, les soldats français, commandés d'abord par Pétain, puis par Nivelle, repoussèrent les violentes offensives allemandes dirigées par Falkenhayn, déclenchées le 21 février 1916. Les contre-attaques françaises du 15 au 18 décembre furent couronnées de succès, mais 400 000 hommes français et allemands succombèrent. La bataille de Verdun déclencha en France un grand élan d'enthousiasme et de fierté, en même temps que l'espérance et l'heureuse issue de la lutte. Elle émerveilla le monde entier. Mais c'est qui a écrit ce livre? C'est un certain monsieur François Marchand. Et si on allait le rencontrer? Et si on en parlait à la maîtresse? Peut-être qu'elle nous dirait oui pour le rencontrer. Comme notre campagne est belle. Nous avons vu plus haut l'humour de M. Galouadec, loulou pour sa femme, ce qui avait le don de lui déplaire, surtout lorsqu'elle l'interpellait ainsi dans les cérémonies officielles. Accordons-lui ce petit travers, il tenait très serré les cordons de sa bourse. C'est le moins que l'on puisse dire. Afin de faire quelques économies, lorsqu'il rentrait de Paris en débarquant à la gare d'Orléans, même de nuit, où les taxis attendaient, il partait à pied rejoindre la motte Freinet, 5 bons kilomètres. À une amie qui en lui faisait la remarque, lui déclarant qu'il n'était pas tellement prudent de vagabonder ainsi seul dans la nuit par les chemins qui ne possédaient pas d'éclairage d'aujourd'hui. Il lui répondit, après 2 secondes, « Si vous saviez, madame, comme la campagne de Saint-Jean-de-Bray est belle sous la lune. » Il voulait pas payer le taxi. Depuis quand écrivez-vous, monsieur Marchand? Toujours, même étant gosse, j'ai fait des petits poèmes, des chansons, tout ça, ouais. Et puis alors évidemment, je me rappelle pas, en 80, quelque chose dans ce goût-là, on a fait le livre sur Saint-Jean-de-Bray, oui. Qui vous a inspiré à écrire? Étant gosse, ma mère était artiste et on faisait des petites séances, des petits trucs comme ça. On s'amusait bien, voilà. Ouais. Vous vous êtes baladé sur tout Saint-Jean-de-Bray pour écrire ce livre? Ah ben oui. Ah ben j'ai sillonné Saint-Jean-de-Bray beaucoup, évidemment. Dans tous les coins, de Charbonnières jusqu'à Saint-Loup.
je me promène un jour sur le chemin de Hallinges, sur la bord de Loire. Je rencontre un ami et ce monsieur dit, ben voilà, moi j'arrive à Saint-Jean-de-Bray, mais je ne connais pas du tout la ville, il n'y a rien qui nous informe. Ah bon? Alors, ça j'ai enregistré. Je demande à Jean-Pierre Lapère, à monsieur le maire, est-ce que je peux faire quelque chose? Enfin, ce que je sais, bon, ah ben d'accord, c'est comme ça que c'est parti pour les rues et les lieux-dits. C'est une rencontre, oui, au bord de la Loire. Voilà. Depuis quand habitez-vous à Saint-Jean-de-Bray? Ah, ben moi je suis pas né à Saint-Jean-de-Bray, mais je suis là depuis 1923. On est Saint-Jean-de-Bray parce que mes parents ont trouvé à s'installer à Saint-Jean-de-Bray, à Orléans. Ils sont amenés là en 1920. Ça, c'est le début de notre maison. Vous voyez, il n'y avait que ça. Parce que ça, il y a une histoire aussi là-dessus. Il y a le quadrilatère là, la route de Gien, au faubourg de Bourgogne, la rue de la Glacière, la rue aux Ligneaux, la rue de l'Orbette. Bon, le château était en bordure de faubourg de Bourgogne, là où il y a maintenant l'hôtel Promotel. Et nous, c'était un petit pavillon dans le fond du parc, en bordure de la rue aux Ligneaux, tout à fait au nord. Après, ça a été coupé en 4. Il est resté le château de cette Madame Spitt, ça, qui s'appelait Sébastopol. Sur la rue de la Glacière, il y a eu la Bruyère reculée. Vous n'avez pas connu la Bruyère reculée. C'était des concurrents à Gien. C'était la poterie de la Bruyère reculée. C'était tous ces machins-là. Ça, c'est la Brec. Toute la rue de la Glacière, c'était là. Ça. Mon père, il était cuisinier. Et maman, elle recevait les clients. Tout ça s'est démoli. Et ils ont construit des pavillons, des logements. C'est des logements. Il ne reste rien que le souvenir. C'est tout. Quel était votre métier? J'étais employé à la mairie de Saint-Jean-de-Bray. 49 ans. À la mairie. Et c'était votre passion d'écrire? Ben oui, c'était une passion, non, c'était un délassement, c'était... ouais. Est-ce que vous avez des informations sur les soldats abrésiens? Je ne me rappelle pas avoir vu des trucs sur la guerre. Non. Je l'aurais noté. J'aurais noté s'il y avait eu des choses importantes. Vous qui avez fait tous ces tableaux parce que... Les tableaux, oui. Et vous avez eu Ma mère, c'est pas moi. Ça c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là. Et Annelle, tu sais, on n'a pas appris grand-chose sur Saint-Jean-de-Bray pendant la Première Guerre mondiale avec Monsieur Marchand. Oui, mais on a quand même appris des choses sur ses passions, sur ses tableaux et sur ses poésies. Mais nous, notre sujet, c'est la Première Guerre mondiale. Tiens, en parlant de poésie, je crois que les CM2 de Madame Bellout ont fait un poème. Et si on allait voir ce qu'ils font? L'armistice. Nous sommes tous complices grâce à l'armistice. Désormais, la vie est moins triste. Le courage des soldats fait notre fierté. Pendant 4 années, ils n'ont pas cessé de lutter. Beaucoup ont été tués ou mutilés. Heureusement, certains sont rentrés rescapés. Les femmes sont ravies de retrouver leur mari. Les enfants sont contents de revoir ensemble leur papa et leur maman. Qui vous a aidé à faire ce poème? C'est Madame Bellout et donc notre professeur et Chantal. C'est la femme de Jean-Jacques Richet. Tiens Léna, tu peux aller voir qui frappe s'il te plaît. Bonjour Jean-Jacques, voici la classe. Nous avons besoin des informations sur la guerre 14-18. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je fais partie d'un groupe de travail qui est le groupe Histoire locale du Comité des Sages de Saint-Jean-de-Bray. Ce sont des gens comme moi qui sont à la retraite et qui s'occupent d'activités en lien avec la ville. Et on a fait en 2014 une grande exposition sur le centenaire de la guerre de 1914-1918. Ça a pris combien de temps de faire l'exposition?
Le travail pour réaliser l'exposition que l'on a proposée en 2014 nous a demandé plus d'une année de recherche. On va aux archives, donc que ce soit les archives municipales, c'est-à-dire celles qui sont à Saint-Jean-de-Bray, ou les archives départementales qui sont à Orléans. Mais il y a aussi un autre travail qui est très important, c'est de rechercher des documents dans des familles abrésiennes, donc des gens qui ont vécu à Saint-Jean-de-Bray et qui peuvent avoir, par exemple, des correspondances. Il y a combien de temps vous faites partie du groupe des comités des sages? Ça fait à peu près 14 ans que je suis au niveau du groupe Histoire locale. Mais bien sûr, je ne suis pas tout seul. Un groupe, c'est toute une équipe et sans les autres membres du groupe, eh bien, je ne suis pas grand-chose, quoi. Il faut travailler en équipe. Est-ce que vous préparez une nouvelle exposition pour 2018 ? Il était important pour nous de célébrer l'armistice de 1918. Donc nos pistes de travail vont nous conduire vers les endroits où ont eu lieu les combats. Est-ce qu'à Saint-Jean-de-Bray, les gens se sont battus? Non. Ben non. Donc à Saint-Jean-de-Bray, la ville a souffert de la guerre de 1914-1918, mais d'une autre façon. Par contre, toutes les régions du nord de la France, elles, ont été pratiquement dévastées. Il y a des villages près de Verdun qui ont complètement disparu. Et donc, on a l'intention de se rendre sur place pour eh bien, se rendre compte de tout ça. Donc, il y a eu l'exposition de 2014, mais il y avait eu en 1984 déjà une exposition qui avait été réalisée par le service de la communication de Saint-Jean-de-Bray. Et je connais une personne, donc si ça vous intéresse, on inviterait Liliane Brugière à venir et bien, parler avec nous de cette exposition-là. Attrape le bas, l'autre panquin pour le moment. Tu veux bien tourner? Le village tranquille. Un village tranquille. Alors ça, c'était le village tranquille. Saint-Jean-de-Bray. Voilà. Eh oui, c'est Saint-Jean-de-Bray. En 1914, est-ce que vous savez à peu près combien il y avait d'habitants à Saint-Jean-de-Bray? Combien il y en a aujourd'hui déjà? Vous savez à peu près combien il y a d'habitants? 20 000. 20 000. Et voilà. Actuellement, il y en a 20 000. Et en 1914, tu avais presque la bonne réponse. 2 000. Il y en avait 2 000. D'accord? C'était un village. Ben oui, c'est écrit, tu as raison. Alors vous voyez, ça a grandi. Hein. Il y avait des avions? Ce qui veut dire qu'il y avait des aviateurs. Des aviateurs. Des aviateurs et aussi des mécaniciens, parce qu'ils fabriquaient aussi. Comment il s'appelait celui-là? Guyot. Guyot. Voilà. Et bien ce personnage-là, non seulement il était pilote d'avion et il a volé en Russie en 1917, donc c'était les premiers avions. Ça sert à quoi? Ah, alors ça s'appelle comment, vous savez? Ça, vous en faites, vous, en classe? Un pourcentage. Un diagramme, oui, un diagramme, un graphique. Et les couleurs, elles correspondent à quoi? Vigne. Ici, ici, bois, au jardin et pré. En 1914, eh bien, la majorité des gens de Saint-Jean-de-Bray étaient des vignerons. Ils sont vieux. Alors d'après vous, pourquoi c'est des gens qui sont âgés? Ils ne sont pas allés à la guerre. Eh bien oui, c'est ceux qui ne sont pas partis à la guerre. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est eux qui ont fait le travail de tous ceux qui sont partis à la guerre. Bon patriote. Le bon patriote. Qu'est-ce que c'est un patriote? On est pour la patrie, on ne va pas la trahir. On est attaché à la patrie. Oui, c'est ça. Oui. Attaché à son pays. Et pourquoi y avait-il de bons patriotes à Saint-Jean-de-Bray? Parce qu'ici, les gens de Saint-Jean-de-Bray avaient connu la guerre de 1870. Saint-Jean-de-Bray a la particularité d'avoir vécu 3 guerres. Ils étaient très très émus d'avoir eu cette occupation allemande avant la guerre de 14. Alors, il en était resté un souvenir très fort. Le garçon en question qui avait un fusil dans sa main, eh bien, il y avait à Saint-Jean-de-Bray des sociétés de tir, c'est-à-dire des associations où on apprenait à tirer. On préparait les garçons à la guerre suivante. Ça voulait dire que c'était présent encore dans les esprits. Le patriotisme était très vif. Les Allemands avaient déjà attaqué la France, ils l'avaient vécu. On arrive à la guerre de 1914. Ah oui, dans le livret. Regardez. Ça, les soldats. Ça s'appelle la mobilisation. Août 1914. On a donc des affiches comme ça. Tout le monde sort des maisons pour aller voir l'affiche. Il y avait une foule. Il y avait tous les Abrésiens qui risquaient de partir. Alors, les hommes entre 20 ans et 30 ans, ils étaient presque sûrs de s'en aller le lendemain ou dans les 8 jours.
Et là, aussitôt que la mobilisation a été déclarée, donc le 2 août 1914, eh bien, tous les Abrésiens qui étaient en âge de partir eh bien, ont quitté leur maison. Peu de fleurs au fusil. Ça veut dire, quand on parle à fleurs au fusil, on est très très confiant dans la victoire, on s'en va joyeux. Et là, c'était la grande tristesse, au contraire. Parce que c'était énorme la crainte qu'il y avait d'avoir des problèmes, même si on pensait que la guerre serait courte. Ici, c'était l'ancienne poste. Ici, c'est un télégramme. Et les télégrammes, qu'est-ce qu'ils venaient annoncer? Peut-être, par exemple, les soldats, ils étaient morts. Eh oui, c'était le maire qui était chargé d'aller informer les familles. Qui recevait tous les télégrammes. Dire que, ça se passait dans toutes les communes de France. Tout ce grand cercle-là, c'est tous les habitants de Saint-Jean-de-Bray. 1984, mais pour retenir, on dit 2000. La part du gâteau, là, qui est en vert, c'est tous ceux qui ont été mobilisés, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis. À peu près 443. Par rapport à tout le gâteau, là, ça fait presque quoi, ça, en fraction? Un quart. Un quart. Et puis ce qui est ici, eh bien, c'est le nombre de ceux qui, malheureusement, ont été tués, ne sont pas revenus et ont été tués. Donc à Saint-Jean-de-Bray, on va pas dire 100, mais presque 100 quand même, 90. D'accord? Donc c'est encore, ben c'est pareil, c'est presque 1 sur 4 de ceux qui sont partis, qui ne sont pas revenus. C'est énorme. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est énorme. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Je suis venu parce que j'ai entendu dire que vous travailliez sur la Grande Guerre et j'ai retrouvé des ouvrages là qui parlent de ça, la Première Guerre mondiale et les batailles de l'Artois. J'ai appris, complètement par hasard, j'ai appris qu'une certaine personne qui a habité longtemps à Saint-Jean-de-Bray, qui a plein d'amis, d'ailleurs plein d'amis qui fréquentent le foyer juste derrière chez vous, là, le foyer Chavanneau. Cette personne, je vais écrire son nom. Après avoir passé plusieurs années à Saint-Jean-de-Bray, elle est partie, pas d'un seul coup mais presque, elle est partie à Neuville-Saint-Va, dans le Nord, une toute petite commune d'ailleurs que peut-être dont vous entendrez parler un jour parce que Henri Gaudier-Bresca est enterré là-bas, il y a la tombe d'Henri Gaudier-Bresca à Neuville-Saint-Va. Et Jacqueline, elle a son fils qui vit là-bas. Elle habitait sur le boulevard Jean Rostand, là, juste à côté. Elle est là, en ce moment, elle est là plusieurs jours parce qu'elle s'occupe de la vente de son appartement. Donc peut-être que, là je peux rien promettre, mais peut-être qu'en la joignant, elle accepterait de vous rencontrer et de vous parler un peu de ce qu'elle sait de là-bas, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'elle vit à Neuville-Saint-Va. Moi, j'ai pas vécu forcément la guerre 14-18, mais j'ai vécu la guerre 39-45. J'ai fait ce qu'on appelait l'exode. Quand vous entendez parler en ce moment de toutes ces familles, de tous ces gens qui quittent leur pays en guerre, qui sont obligés de passer par la mer, des conditions épouvantables, pour retrouver un accueil, le calme, eh bien, ça faut vraiment que ça ne recommence pas, ça n'existe plus. Parce que c'est vraiment inhumain ce que vivent certains enfants qui sont victimes, bien sûr, toujours de conflits d'adultes. Est-ce qu'en vrai, on est tous africains? Parce que le premier homme, il était africain. Ah oui. Et comment il s'appelait? Ah, ça, je sais pas. Lucie. Lucie. Ah oui, c'est vrai. Ah, les hommes qu'on a réussi. Bah oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissez des monuments et des lieux de mémoire en rapport avec la Première Guerre mondiale à Neuville-Saint-Vaast? Des monuments, des lieux de mémoire, tu en as partout, dans toutes les villes. Je n'avais jamais vu des cimetières de la guerre comme il y a dans le Pas-de-Calais. J'en ai jamais autant vu. Moi aussi, quand j'ai découvert, grâce à Jacqueline, tous ces cimetières là-bas à Neuville-Saint-Vaast, j'étais aussi étonnée parce que j'ai toujours entendu parler Verdun.
mes grands-parents au Verdun, mais jamais dans le Nord. Et je me suis posé la question, j'ai posé les questions et on m'a dit que c'était un petit peu forcé parce qu'il y a eu beaucoup moins de Français engagés dans cette bagarre de l'Artois que de Britanniques, des Canadiens, des Allemands, etc. Donc oui, parce que ça m'avait beaucoup étonné. Je dis pourquoi on n'en parle pas? En fait, ce qui est malheureux, c'est que ça s'est passé en 14-18, puis qu'on a revécu 39-45. Alors là, surtout, vous dites stop, stop. On est suffisamment intelligent pour arriver à se comprendre et s'entendre. Quand vous avez un petit différend, il ne faut pas se battre. On se parle et puis on trouve toujours une issue pour le bien de tous. On a tous, plus ou moins loin, un ancêtre qui a donné sa vie pour avoir la paix. Cette paix, ça n'a pas de valeur. Enfin, quand je dis ça n'a pas de valeur, c'est au-delà de la valeur. Ah oui. Alors, qu'avez-vous retenu de la rencontre d'hier soir avec Madame Germain? Alana? Elle avait des réponses précises sur le sujet et elle nous a dit que c'était les soldats qui faisaient facteur. Léo? Elle nous a fait des bracelets bleus, blancs et rouges. Ada? Elle nous a parlé des lieux de mémoire. Est-ce qu'on pourrait aller dans l'Artois pour les voir? Eh bien oui, j'ai une bonne nouvelle. On va pouvoir partir dans un mois, visiter les lieux de mémoire dans l'Artois. On part toute la classe, là, tous les CM1. Alors, parmi ces soldats, voici un soldat qui est tout à fait particulier. C'est un garçon qui est né à Saint-Jean-de-Bray, à 2 pas de l'école Louise Michel. Son père était menuisier et lui et sa sœur étaient donc habités dans cette petite maison avec leurs parents. Ses parents s'appelaient Gaudier. Donc lui, il est né à Saint-Jean-de-Bray en 1891. Il avait 20 ans en 1911. Eh oui, en 1911. D'accord ? Oui. Donc tout à l'heure, je vous ai dit 20 ans, c'était la période où il fallait aller où? Pour les jeunes qui avaient 20 ans. Enfin maintenant, il n'y a plus de service militaire, donc c'est plus comme ça. Oui, à la mairie. Il a pris un autre chemin qui a été celui de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il est devenu insoumis. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'il était insoumis? Il est parti en Angleterre parce qu'il ne voulait pas faire la guerre. Très très bien. En 1914, il est en Angleterre. La guerre se déclare. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rester en Angleterre. Voilà, il peut rester tranquille en Angleterre. Sauf que ça n'a pas été sa décision. Sa décision, ça a été de venir défendre la France. Donc, il est parti au combat. Il n'était pas obligé? Ah non, il n'était pas obligé, il pouvait continuer à être déserteur ou insoumis, il pouvait rester. Hein. Bon, par contre, effectivement, il n'avait plus le droit de revenir en France. Il est parti au combat, et comme vous le savez, eh bien, le 15 juin 1915, à Neuville-Saint-Vaast, eh bien, il a été tué d'une balle dans le crâne. Oui. Pourquoi il a voulu faire la guerre alors qu'il avait son atelier, il pouvait résister à son atelier? Mais ça, il y a quelque chose qui parle de plus profond que le quotidien et l'ambition personnelle. C'est que là, tout à l'heure, on a parlé de patrie. Il ne le ressentait pas comme ça quand il s'agissait de l'administration. Et ce qu'il a déterminé, c'est la destruction du clocher de Reims. La cathédrale de Reims. On a écorné l'ange. Et là, c'était le déclic en disant c'est des barbares qui nous attaquent, je vais donc faire mon devoir. Alors de temps en temps, il ne faut pas croire qu'on est dans la vie toujours de la même façon. On a aussi des moments où on pense différemment et on intègre des données qu'on n'avait pas avant. Il a choisi ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que vous voyez? Les femmes dans les hôpitaux. Vous voyez les personnes dans les hôpitaux? Oui, les femmes, tu as raison, il y a une grande majorité de femmes. Vous voyez, ça ressemblait plutôt à ça d'une façon générale. C'était des lits qui étaient alignés avec des personnes qui étaient dessus. Il y a marqué 137. Donc les blessés, ils étaient sur le front, sur les lieux de combat,
et on les ramenait à l'intérieur des terres, à l'arrière, pour pouvoir les soigner. Et à Saint-Jean-de-Bray en particulier, il y a un hôpital qui s'est ouvert dans un lieu que vous connaissez, qui est maintenant l'école Galwedec, dès 1914, dès le début de la guerre. Donc c'est Louis Galwedec qui était maire pendant la guerre. Il a été maire pendant très longtemps à Saint-Jean-de-Bray. Il a été maire de 1907 à 1935. Et lui, il a fait la guerre ou il était trop vieux pour la faire? Il était trop vieux. Parce que tu as raison, le conseil municipal, il y a plus de la moitié des conseillers municipaux qui sont partis, qui ont été mobilisés et qui sont partis. Tout le monde a été obligé de changer sa vie, le travail qui devait être fait pour que chacun puisse manger à sa faim. Parce que sinon, il n'y avait pas de nourriture suffisante. Cette fiche-là, elle est intéressante parce que vous voyez, le titre, c'est « Travaux appropriés à la main-d'œuvre scolaire ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les travaux pour les enfants. Voilà, c'est les travaux pour les enfants. Alors, regarde ce qu'ils peuvent faire. Les betteraves, ils peuvent... Betteraves, ici. Foin et regain. Voilà. Ici. Cueillette de fruits et légumes, moisson et vigne. Et en face, vous avez ce qu'ils peuvent faire, les enfants. Donc, pour les betteraves, ils peuvent biner les betteraves. Donc ça, c'était les enfants comme vous qui le faisaient. Tu vois, Ils savaient déjà se faire ça à leur âge. Oui, ils faisaient ça à leur âge. Très vite quand on en a besoin. Aider aux façons de la vigne, pliage, taillage, accolage, souffrage, etc. Faire les vendanges. Et là, regarde, c'est le verbe vaincre. Et comme par hasard, qu'est-ce que c'est? Vaincre les Allemands. Ben oui, c'est vaincrai-je les Allemands, vaincras-tu les Allemands. Ça parlait que de ça? Ça ne parle que de ça. Oui, tous les exercices parlaient de ça. Même en maths oui, même en maths. Je ne sais pas si on va avoir des vocabulaire, on a des choses sur la guerre, l'armée et la guerre. Dans une citadelle, 50 soldats ont des vivres pour 108 jours, mais on augmente la garnison, c'est-à-dire le nombre de soldats qui sont... De 625 soldats, combien les vivres dureront-ils dans le temps? Ça fait un peu une préparation du service militaire. Oui, ça s'appelle un peu aussi du bourrage de crâne. Exactement. Tu sais, c'est que... Oui, c'est qu'on leur je vais vous le montrer. La tête, on leur dit que les Allemands, ils sont pas gentils. Et bien sûr, oui, tout à fait. Mais c'était vrai. Oui, c'était pas très gentil, t'as raison. Il y a eu 2600 réfugiés dans le Loiret. Saint-Jean-de-Bray ont reçu au total 474. Et bien pour une toute petite ville comme était Saint-Jean-de-Bray à l'époque, c'était un bourg, c'est énorme. Presque 500 réfugiés, c'était énorme. Mais pratiquement toutes les grandes propriétés. À Saint-Jean-de-Bray, il y a de grandes propriétés comme Charbonnières, comme... toutes ces propriétés-là ont accueilli des réfugiés parce qu'ils avaient l'espace. Et il y a ici les réquisitions. Alors qu'est-ce que c'est les réquisitions, d'après vous? C'est quand quelqu'un garde quelque chose, on va dire. Eh bien, c'est comme un impôt. Au lieu de prendre de l'argent, on va chercher des choses. Les réquisitions, ça veut dire vous avez ça chez vous, vous êtes obligé d'en donner parce qu'on en a besoin. Voilà. Oui, comme les soldats, en fait, on en réquisitionné. Voilà. Oui. Alors, donc là, ce sont des réquisitions de vin et de bois. Et pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de vin pour qui? Pour les soldats. Il y avait besoin de vin pour les soldats parce que effectivement on leur donnait beaucoup de vin parce que on se disait que ça allait peut-être leur donner du courage de temps en temps pour aller au combat. La rue qui arrive au Narval là, et bien tout le long de cette rue là il y avait des grands arbres, et bien tous les arbres ont été abattus et ils ont été coupés en morceaux de la dimension qu'il fallait pour aller servir, pour aider à consolider les tranchées, à faire les tranchées et ce qu'il y avait à faire. C'est ça les réquisitions. Le rationnement. Alors, le rationnement, ça veut dire quoi le rationnement? En fait, c'est qu'on mange, en fait. Oui, des fiches de tickets comme ça, par exemple, toutes les semaines, ils allaient chercher leurs fiches, mais c'était pas valable que pour le pain, hein. Tout était rationné, toute la nourriture était rationnée. Non, mais le ticket, quand on n'en avait plus, après on demandait à la mairie. Oui, on retournait à la mairie. Mais c'était gratuit ou le ticket lui-même était gratuit, mais après, quand tu allais acheter ton pain, tu payais ton pain, mais c'était pour que le boulanger ne t'en donne pas plus que ce que tu devais avoir. Et souvent... Comme quand on n'avait plus de tickets, le boulanger ne délivrait pas de pain, il fallait trouver des astuces. Ça a été la même chose dans la guerre qui est venue après, en 1939. Il a été important pour la ville de Saint-Jean-de-Bray, ce chapitre-là.
Parce que pour faire la guerre, il faut... Des usines et de l'artillerie. Et oui, il faut des armes. Donc pour fabriquer des armes, eh bien, on crée des usines d'armement. Et il y a eu une usine qui a été créée à Saint-Jean-de-Bray en 1917 sur ce qui est aujourd'hui toute la zone industrielle de Saint-Jean-de-Bray. Quand l'usine a ouvert, tu sais combien il y avait d'ouvriers à l'usine? Eh bien, il y en avait 3000. Plus? Et oui. Et donc c'était surtout des femmes. Et en majorité des Espagnols. Pourquoi c'est des Espagnols? Eh bien parce qu'il n'y avait pas assez de main d'œuvre. Eh bien on fait appel aux gens qui veulent bien venir travailler. Donc il y avait des Espagnols, il y a même eu, je crois, il y a eu des gens des pays asiatiques, il y a eu des gens qui sont venus d'un petit peu partout. Et à Saint-Jean-de-Bray, il y a plein de maisons qui ont été construites pour loger les ouvriers, le personnel des usines d'Ambert. Ça a modifié complètement et fait le Saint-Jean-de-Bray d'aujourd'hui, je pense. On a appris beaucoup de choses sur la ville et sur la guerre. Ah tiens, on pourrait regarder sur internet pour chercher plus d'informations sur la Première Guerre mondiale. Regardez, j'ai trouvé une information sur le Galway-Deck. Il est marqué « Ville de Saint-Jean-de-Bray, archives municipales, inauguration par le Galway-Deck du monument aux morts de la Grande Guerre en 1921. » Mais c'est le monument à côté de la salle des fêtes, ça? Bah oui. Oh, regardez, j'ai trouvé un super site sur la mission centenaire de 14-18. Il y a l'occupation à Sedan pendant la Grande Guerre, vivre le centenaire, les monuments aux morts, la Grande Guerre en date, découvrir le centenaire, comprendre le centenaire. Il y a un certain Antoine Pro qui est depuis 2012, il préside le conseil scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il préside également le conseil scientifique du mémorial de Verdun. On pourrait le rencontrer. C'est cool, en plus il habite à Orléans. Il faudra trouver quelqu'un qui nous aide à rencontrer. Je connais Olivier de la Fournière, il pourrait peut-être nous faire rencontrer Antoine Pro. Mais il habite où? À Saint-Jean-de-Bray. En plus, je crois que c'est un élu de la ville. Ouais. Quel est votre travail pour le centenaire de la guerre de 14? Oui. Je suis le président du conseil scientifique d'un machin qui s'appelle la mission du centenaire de la guerre de 14, qui est la mission qui organise les fêtes, le 11 novembre, la visite du président de la République au chemin des Dames. Alors on dit au gouvernement, on dit au président de la République, on lui écrit, en lui disant faites attention, le 11 novembre, c'est pas la fin de la guerre. Pour nous, Français et Allemands, ça veut dire que plus personne ne se fait tuer, c'est très bien, mais pour le monde, la fin de la guerre, ça dure en gros de 1917 à 1923. Il vaut mieux parler de sortie de la guerre que de fin de la guerre. Parce que vous voyez, une sortie, c'est un processus. On sort d'une pièce. Mais les autres, ils restent. Il y en a qui restent, oui. Il y en a qui restent. Et la fin, c'est tout le monde, ça. La fin, et puis la fin, c'est clair. Ça s'arrête. On est sûr que c'est fini. On est sûr que c'est fini. Pourquoi avez-vous choisi d'être historien? Ah, c'est une bonne question. Parce que je voulais comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et pour comprendre le monde dans lequel on vit, il faut savoir d'où il vient et comment il s'est fabriqué. Pourquoi il n'y a pas de nom de femme sur le monument? En 1914, les choses étant ce qu'elles sont, la guerre s'est faite pour tuer les soldats. Et les soldats, c'est des hommes, c'est pas des femmes. Le service militaire, ça concerne les hommes, ça ne concerne pas les femmes. Donc, les soldats, ils ont encore, en quelque sorte, le monopole de se faire tuer. La grande différence avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'à la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde risque sa vie. Les bombardements, comme le bombardement de Dresde en Allemagne, ça fait dans les 100 000 morts en une nuit. C'est Hiroshima. Hiroshima, c'est 80 000 morts dans la journée. Donc, mais ces morts, ce n'est pas des soldats.
c'est des femmes, des enfants, des vieux. Donc il n'y a plus de monopole du risque pour les soldats. Et les soldats deviennent des victimes comme les autres. Alors que pendant la guerre de 14, ils apparaissent comme des héros, des hommes qui ont un courage absolument formidable, qui risquent leur vie et qui la sacrifient pour le bien de tout le monde, mais pas comme des victimes. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télévision et qu'on vous présente des films sur la guerre de 14, on vous présente les soldats comme des victimes des hommes politiques, des généraux qui les ont envoyés à la boucherie. Et la guerre devient une sorte de machine à tuer les soldats. Ce qui n'est pas totalement faux, mais ça n'est qu'une partie de la vérité. Il y a aussi des soldats qui ont fait des choses absolument fantastiques, extraordinaires, d'un courage, et puis les mêmes ont été capables, quelques mois plus tard, parfois quelques semaines plus tard, de refuser d'obéir aux ordres. On a une vision beaucoup trop standard du soldat. Ou bien c'est une victime sacrifiée, ou bien c'est un héros. Mais c'est les deux à la fois. Mais pas au même moment. La guerre de 1914, c'est pour les relations entre les enfants et les parents, vous ne vous rendez pas compte de ça. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais la façon dont vos parents vous aiment et la façon dont les parents de 1914 aimaient leurs enfants, ça n'a rien à voir. Parce qu'avant 1914, il ne fallait pas montrer ses sentiments. Il n'y avait pas de bisous le soir. On a le témoignage d'une institutrice, son papa l'embrassait, enfin elle embrassait son papa 2 fois par an, pour le jour de l'an et pour le jour de la fête de son papa. Et alors pendant la guerre de 14, les papas s'aperçoivent que leurs enfants leur manquent. Alors que dans le train-train des jours, ils ne s'en apercevaient pas. Donc, et puis, ils ont peur de perdre leur autorité. Donc, ils s'écrivent à leur fils, à leur fille, j'espère que tu travailles bien à l'école. J'espère que tu aides bien ta maman. Et puis, les enfants, ils se mettent à écrire à leurs parents. Et alors, les lettres des enfants à leur père, ça peut être, moi il y en a une, je ne peux pas l'évoquer sans avoir presque envie de pleurer, c'est parce que c'est un papa qui n'a pas envoyé de ses nouvelles depuis plus de 8 jours, 8-10 jours. Et alors, c'est une petite fille, et il lui écrit, mon petit papa chéri, je prie beaucoup pour que tu reviennes, maman se fait beaucoup de soucis. Enfin, une lettre tout à fait émouvante. Et son papa est mort. Et il écrit à un papa qui est mort. Mon cher petit papa. Ici, on commence à exploiter en 1852 et on va travailler dans la mine à 13 ans. Ah, c'est très jeune. Ah bah oui, c'est super jeune, tout au début. Alors on pousse les chariots qui sont remplis de charbon, ou bien alors on a des espèces de grandes toiles, puis on fait du vent dans les galeries, parce qu'au début il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas d'aération, on fait du vent. Ou bien alors on ramène du bois pour tenir un petit peu les galeries pour pas que ça s'effondre. Voilà, c'est le travail des jeunes mineurs. En 1915, autour de vous, il n'y a pas un bâtiment, il n'y a plus rien du tout. Tout est complètement détruit. Pas une maison, pas un poteau, pas un banc, pas un arbre. Plus une église, plus une école, plus une mairie, plus rien du tout, du tout. C'est presque la lune. Tellement ça a été bombardé. Donc ici, évidemment, les mineurs ne peuvent plus travailler parce qu'il n'y a plus rien. Et on va tout reconstruire après la guerre, entre 1920 et 1925. C'est au cimetière de la Tarchette. Bouillot. Après, c'est bon? Le mail.
Marcel, mais il est là, hein. On l'a vu tout à l'heure. Hippolyte. Marcel et Hippolyte, oui. Marcel Hippolyte aussi. Oui, Gustave Michaud. C'est là. Mais oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Gauthier Alexandre. Gauthier Alexandre. Ce mémorial évoque le souvenir des soldats tombés sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Les 580 000 noms ont été placés par ordre alphabétique sans distinction de grade ou de nationalité, amis et ennemis. Et on va avoir 500 plaques ici, avec par plaque 1200 noms. J'ai trouvé le mien! Le musée il est construit sur cette ancienne ligne de front, vraiment entre le côté français d'un côté et le côté allemand de l'autre. Et on a notre ligne de front qui va aller de Nieuport jusque la Suisse. Ça fait 750 km de long. Et de chaque côté, qu'est-ce qu'on va construire? Voilà, les fameuses tranchées. Et on va commencer ce qu'on appelle une guerre de position. Vous vous y retrouveriez, vous, dans ces tranchées? Bah, c'est pas évident. C'est pour ça qu'elles ont des noms, les tranchées. Et ça, c'est les tranchées. Vous voyez? C'est pas si simple. C'est pas si simple. On écrivait des lettres. On écrivait des lettres. Est-ce que pendant la guerre de 70, on savait écrire? Non. Parce que l'école est devenue obligatoire en 1880, dans les années 1884 avec Jules Ferry. Mais avant, on ne savait pas lire et écrire. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Ben, c'est tout, il n'y avait pas de courrier. Mais maintenant, on peut lire, on peut écrire, donc on s'envoie et on reçoit des lettres. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de tout dire. Il ne faut surtout pas dire ce qui se passe dans les tranchées. Il ne faut pas que les gens derrière, ils sachent ce qui se passe. Donc on a ce qu'on appelle la censure. Les éclats de feu. Voilà, c'est ça. C'est les morceaux qui partent dans tous les sens. Et c'est ça qui vous coupe une main, un bras, une jambe. Vous voyez, c'est terrible. Et aussi qui va créer beaucoup de blessures thoraciques. Vous savez qu'on n'avait rien pour se protéger. Armentières, Bailleul, Métrel, Éther, Merville. Ils sont juste à côté de Béthune, donc ils vont bombarder Béthune. Béthune qui est détruit à 90%. En 4 jours de temps. Vous imaginez? Vous n'auriez plus de maison, plus rien. Ici, on appelait déjà cette colline la colline Notre-Dame de Lorette, avant la guerre. Ici, on va avoir 3 combats très violents. Et c'est pour ça qu'on appelle cette colline la butte sanglante, la colline aux 100 000 morts. La colline aux 100 000 morts, on avait 130 petits cimetières, rien que sur cette colline. On enterre un général à côté d'un soldat, à côté d'un lieutenant-colonel. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de hiérarchie dans la mort. Tout le monde est enterré de façon égale. Où on va mettre les corps qu'on ne reconnaît pas. Oui, voilà. Et ici, on va avoir 8 ossuaires. C'est bien qu'on a 22 000 corps qu'on n'a pas identifiés qui sont enterrés dans des ossuaires. Et combien on a de croix? 20 000. C'est le plus grand cimetière militaire français de la Première Guerre mondiale. Les chrétiens, ils ont des croix. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont une stèle. Mais qui est-ce qu'il y a parmi les non-chrétiens? Les musulmans et qui aussi les juifs. La 3e catégorie, c'est ceux qui ne croient en rien. Voilà, les athées. Le Canada ici va remporter une grande victoire. Et après la guerre, la France, pour remercier les Canadiens, elle voulait faire un cadeau. Eh bien, c'est de donner cette parcelle du territoire qu'ils avaient repris aux Allemands, aux Canadiens. Et les Canadiens, ils vont organiser ces 110 hectares pour justement faire un lieu de mémoire. Pourquoi c'est si important pour les Canadiens, cette bataille? Les Canadiens, c'est principalement ce qu'on appelle des immigrés. On parle beaucoup des immigrés aujourd'hui, avec tous les courants, tous les immigrés qu'on accueille en France, en Allemagne, un peu partout en Europe. Eh bien, à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Europe, du Japon, un peu partout dans le monde, et qui vont aller habiter au Canada.
On a 2 millions de personnes qui sont arrivées entre 1902 et 1914. Sur 8 millions de personnes. Vous voyez, on a principalement des personnes qui viennent de tous les pays du monde. Donc il n'y a pas d'élément fédérateur. C'est plein de cultures ensemble, plein de nationalités qui vivent ensemble. Le fait que 4 divisions canadiennes aient combattu ensemble et qu'ils aient gagné, mais c'est énorme pour le Canada. Ça veut dire que, eh bien, on va créer une nation à partir de cette victoire. Là, ça va créer l'unité, cette victoire. Et c'est pour ça que le ministre, vous savez, quand il y a eu les commémorations il y a 1 an, le ministre canadien, quand il est venu ici, il a dit quoi? Le Canada, il est né à Vimy. L'esprit canadien. C'est pour ça qu'ils vont faire un monument qu'on va aller voir, qui est juste en haut de la crête et qui va montrer cet événement fondateur de cette nation. Vous avez ici 2 grandes colonnes. Ces colonnes, elles représentent quoi? Des portes. Des portes. Et regardez qu'est-ce qu'il y a en haut des portes, à l'arrière. Des anges. Oui. Eh bien, ce sont les anges qui ouvrent les portes du ciel. Et à qui, à votre avis? Aux morts. Ben oui, aux morts. À tous les soldats qui sont tombés ici. Tout autour, vous avez un mur et vous avez tous les noms des Canadiens qu'on n'a jamais retrouvés. 11 285. Sur, attention, 66 000 Canadiens qui sont morts dans le Nord et en Belgique. Sur une population au total de 8 millions d'habitants. Ça fait tout de même beaucoup. Regardez, votre tranchée, est-ce qu'elle est droite? Pourquoi elle n'est pas droite? Comme c'est un zigzag. Exactement. Si vous êtes en zigzag, bah c'est impossible de tirer. Vous êtes obligé à chaque fois de changer d'angle. Donc ça fait beaucoup moins de morts. Ah mais c'est petit quand même. Et ils ont été combien par tranchée à peu près? Maintenant on a construit des musées pour vous rendre hommage. On a appris beaucoup de choses sur vous. Et aussi, mais quand il pleuvait, comment ils faisaient vu qu'il n'y avait pas de toit? Comme ça, regarde. Dans les tranchées, souvent, c'était un peu inondé. Donc là, il n'y a même pas d'inondation. Oui, il dormait comme ça et il avait de l'eau jusqu'à ici. Pourquoi on dit que les soldats s'allongent alors que c'est haut ça? Enfin, j'imaginais qu'il y avait beaucoup plus de terrain. Enfin, c'était parce que il y avait plus de couloirs et tout. Ouais. C'était tout noir, c'était pas comme ça. Ça fait un peu bizarre quand même. Tu voyais tes amis mourir devant toi et tu pouvais rien faire pour les sauver. Ça allait détruire une famille quand tu tuais quelqu'un. Au départ, ils voulaient pas. Hein. Moi, si j'étais un soldat, j'aurais tout le temps peur de mourir. Ouais. Moi. Toutes les minutes. Mais on peut pas vivre avec la peur à côté de nous. On peut pas. Si. Bah non. Je veux dire, au bout d'un moment, on est habitué à tous les jours aller. Si on a comme là, maintenant, ma mère, des fois, elle me dit tous les jours, si t'as trop peur, bah tu vas plus sortir. Bah, de base, ils voulaient pas se battre. Mais pour moi, je trouve ça stupide de se battre alors que les Allemands, ils sont déjà en tout un pays entier. Pourquoi ils voudraient aussi celui de la France? Ça ne servira à rien. Il y a des gens, ils n'ont même pas de famille, même pas une maison, ils n'ont même pas à manger. Bah oui, donc ils devraient se contenter de ce qu'ils ont. Dans la devise, il y a marqué égalité, mais on n'est pas tous égaux. Hein. On n'est pas tous égaux, c'est vrai. On a le droit de penser ce qu'on veut. Mais on n'est pas libre. Si, on est libre de faire ce qu'on veut. Et si on veut pas faire la guerre, on la fait pas, donc et on est obligé de la faire. Oui, mais là, sinon t'es fusillé. Moi, je préférerais faire la guerre que d'être fusillé. Non, à la guerre aussi, tu peux te faire fusiller. Hein. Oui, c'est en même temps, c'est aussi vrai. Mais la guerre, ça sert à rien en fait. Et en plus, tu dois partir de ta famille, et après tu reviens plus. Je trouve ça dommage de détruire son pays quand même. D'avoir détruit tous ces villages. Ils venaient de quitter leurs parents pour la plupart. Ouais. Et là, direct, ils vont à la guerre. Moi, j'aurais encouragé mon père. Je lui ferai un gros câlin pour lui dire bravo. Je dirais que ça serait pas bien, c'est mieux que tu vas pas, mais que si tu vas, je t'encouragerai. Bah, je lui dis, papa essaye de survivre.